Donc ça, ce sont les ateliers. Alors ça, C'est ici, ici que tu fais tes spectacles. voilà, Donc ici il tu y a as un vraiment grand parking. Donc déjà de l'autre côté, il y avait aussi, il y a un petit appartement pour recevoir des personnes, mais on en a un autre à l'étage. Donc, et puis alors, dans le bas, il y a la salle de spectacle, qui est une petite salle, mais enfin, on peut, tu veux, il y a les 49 personnes que tu peux avoir. Ah oui. 49, pas une de plus. Non, pas une. Ce n'est pas... Donc, la petite cafétéria. Ce n'est pas comme tu l'as vu, mais on refait... tu vois, on profite du fait que pendant un mois, il ne va rien y avoir maintenant, puisque on va jouer pendant une dizaine de jours à Dinan. Toute la trilogie du Diable abandonné avec toute la musique live. Donc on a demandé à un compositeur de faire toute la musique du projet. Et donc là maintenant, ben voilà, la salle va être, on va repeindre le plafond, donc il y a tous les, on va refaire tous les projecteurs. Ça fait combien de mètres carrés ici? Ça fait, c'est 7 mètres sur 12. Ah oui. Donc c'est familial, quoi. Voilà, ah oui, c'est pour des, si tu veux, c'est pour des petits projets et aussi pour des répétitions. Ici, ça doit... Attends, je vais terminer. Ici, c'est tout le... voilà, ce sont tous les entrepôts. Enfin, c'est ici où on entrepose tous les projets. À la fois, dans le fond, sont toutes mes sculptures, si tu veux. Moi, j'ai la moitié, enfin, c'est ça, la moitié qui est entreposée. Donc, je travaille avec une galerie à Paris depuis 88. On peut la citer, tu sais. Tu es dans... Oui, c'est la galerie In Situ, c'est Fabienne Leclerc, la galerie Fabienne Leclerc. J'ai fait ma première expo chez elle en 88, donc ça va faire 24 ans. Oui. C'est Lino qui fait un reportage pour la revue ici. Bonjour. Voilà. Tu vois, donc ça c'est l'atelier d'hiver, parce qu'il y a un petit atelier d'hiver où il fait bien chaud. Voilà, on peut chauffer. Et donc ce sont des tas de moules qu'en fait tu vas voir que... Donc ça c'est l'avantage aussi d'un grand lieu comme ceci, c'est que donc, on va pouvoir, c'est vraiment pour travailler sur la station, donc et ici c'est un lieu où tu vois il va y avoir des centaines de moules comme ça qui vont être peints. Enfin, ça va être un peu comme quelque chose assez proche du facteur cheval, si tu veux. Je vais partir de tous les végétaux qu'on retrouve dans le métro à Paris. Se dire qu'il y a aussi, si tu veux, parce que même les conducteurs de métro m'ont parlé, il y en a, il passe toujours près d'une fougère, il adore, tu vois, entre 2 stations, et la fougère est pratiquement blanche, parce qu'il n'y a jamais de lumière, et il y a des, comme ça, et donc, ici on en a encore au début, mais il va y avoir des centaines de moulages comme ça qui vont être légèrement... C'est des moulages de plantes. Ce sont des écorces de plantes, c'est quelque chose, je veux que ce soit entre... qu'on sente le côté organique, mais que ce ne soit pas illustratif, c'est-à-dire qu'on ne puisse pratiquement pas reconnaître les choses. Tu vois, qu'on sente comme une cristallisation, comme ça, des choses. C'est ça. Et c'est toujours le rapport qu'il y a entre l'histoire qui va être à côté et l'objet lui-même. Où il y en donc chaque panneau a une histoire que tu vas créer, inventer. C'est ça. Ah oui, ici c'est un lieu de travail. Et puis, si tu veux, à la fois... c'est l'idée que le lieu fait la fonction aussi. À un moment donné, tu vois, ça c'est porteur des lieux comme ça, parce que bon, l'hiver, c'est plus, ça coûte très très cher pour chauffer ici, donc cet hiver-ci, il fait doux. L'hiver dernier, il y avait une troupe qui avait répété. Comment ça se passe le processus créatif chez toi? Tu es quelqu'un qui travaille tôt le matin, jour et nuit. Oui. Les projets... totalement insomniaque. Insomniaque, oui. Tu dors très peu. Ah oui. Ah oui. Et donc j'ai apprivoisé mes insomnies, mais par une... comme ça, je suis tout le temps dans les projets, mais très heureux dans mes projets. C'est pas une... Mais les projets naissent le plus souvent de commandes qu'on te fait. C'est pas vraiment une
chez toi? Non, il y a les deux, hein, parce qu'il y a vraiment là toutes ces commandes. Je reviens juste d'un projet à Palma de Majorque, là où j'ai reçu un prix de la Fondation Miro et Sotheby's pour faire quelque chose à la Fondation Miro à Palma de Majorque. Donc là, par exemple, c'est la vraie commande. Tu vois, c'est de faire vraiment toute une promenade de sculpture dans la fondation. Ça, c'est vraiment une partie de mon travail, donc où je pars là-bas, je suis resté une dizaine de jours et pour travailler sur le projet. Tu travailles sur le lieu, sur l'histoire du lieu. Voilà. Ton, donc ça, je fais beaucoup. Ou alors, si tu veux, d'autres qui sont des projets, il y a la station de Liège pour les RATP, mais je travaillais aussi pour le parcours du tramway. Et donc là, ce matin, j'ai finalisé, les derniers, j'ai commencé les 17 premières stations du tramway et puis maintenant ce sont les 12 suivantes qui vont jusqu'à Port de Vincennes et c'est toute une série d'histoires graphiques qui sont sur les panneaux vitrés des stations et des grandes plaques émaillées qui font 4 mètres de large mais qui se fabriquent aussi, si tu vois, dans l'atelier. Et puis à côté de ça, il y a tous des projets qui sont des projets qui naissent vraiment de moi, personne ne me les a demandés, qui sont des projets qui sont à la fois où je raconte des histoires, c'est ce que tu as vu à partir du Benchi, je raconte des histoires, le plus souvent avec des objets. Alors toi, ce que tu as vu, c'était surtout des images, mais sinon c'est vraiment des objets. Le prochain, ça va être autour de l'expo que j'ai vue de Richard Serra il y a quelques années à Monumenta, qui est avec ces énormes tôles comme ça de 17 mètres, et je parle de ma visite de l'expo là-bas, et j'ai refait en miniature les maquettes de Richard Serra, et voilà, donc c'est à la fois des performances, enfin je ne sais pas très bien comment appeler ça, mais c'est à cheval entre les arts plastiques et le théâtre, mais ça vient vraiment de moi. Mais ça ne naît pas spécifiquement de commandes, il y a aussi oui. Il y a vraiment, et j'ai vraiment besoin des deux. J'ai autant besoin d'avoir des, si tu veux, des commandes aussi, parce que un projet de commande publique, tu vas le débattre en conseil municipal, tu vas rencontrer les gens du quartier, tu vas aussi voir avec les ingénieurs comment le truc va résister, tu dois faire justement tout un dossier résistant. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça de très, j'allais dire, où tu te sens responsable dans la société dans laquelle tu es, qui te permet de faire ça. Et puis à côté de ça, j'ai des objets, mais qui sont en toute liberté, si tu veux, qui font là où personne ne m'a jamais demandé quoi que ce soit. Où prends-tu le plus de plaisir finalement dans ces différentes... J'ai la chance de vraiment... je n'ai pas d'angoisse de la création, ni de peur. Pour moi, c'est un vrai bonheur. C'est un bain. Donc, j'en prends autant dans un cas que dans l'autre. Il n'y a pas... si tu veux, c'est presque... comme quand j'étais jeune, ce que je cherchais, c'était l'intensité à tout prix. Et puis, plus j'ai grandi et plus ou vieilli, plus, si tu veux, c'était comme cette intensité, la garder, mais la trouver dans une forme d'équilibre. Et par exemple, j'ai trouvé, en étant entre Liège et Paris, tu vois, de ne pas être à la fois de Paris, le lieu qui m'a toujours fait rêver. Liège, c'est mon héritage, je veux dire, avec le passif et l'actif, mais je suis un héritier de Liège. Et là, je trouve les deux. Et entre les commandes et les projets qui naissent vraiment comme ça, c'est aussi une forme d'équilibre, si tu veux, de pouvoir à un moment donné être dans une liberté absolue, mais qui est aussi, tu sais pas très bien où tu vas, et puis de quelque chose de plutôt cadré. Je dirais, il n'y a pas voilà, ce sont les deux jambes qui me font marcher, ce sont les deux villes qui me font marcher, et l'idée de commande ou de non-commande, de liberté, ce sont les deux jambes qui me font marcher. Oui, c'est dans la marche que tu trouves l'inspiration. Oui, totalement. Alors ça, je crois que le fondement, c'est qu'on est de passage, c'est notre identité, de savoir que on ne pourra jamais arrêter le temps et que ça continue de marcher. Et je crois que c'est vraiment dans le passage, dans le mouvement, que c'est la dynamique, que c'est le moteur, que c'est comme ça que je me sens au monde. Oui, mais vraiment. Un petit peu en jachère. Voilà le poulailler. Ah, tu as des poules là. Voilà, mais qui sont... non, on a eu un génocide. Il y a des renards ici. Ah, d'accord. Les renards ont complètement bousillé c'est triste, les poules.
Et puis alors, qu'est-ce que il n'y a pas grand... l'étang, mais qui est vidé, le terrain de football qui est là. Ah, tu as même un terrain de foot. Oui, on a même un terrain de foot. Et puis alors le potager, mais tout est en jachère, là-bas en ce moment. Mais c'est un espace aussi qui, justement, dans les résidences, tu vois, quand on a des résidences, c'est aussi vraiment un lieu où on peut rester l'après-midi. Je vous répète pour la vidéo. La RTBF. Voilà. RTBF. Bonjour Dominique. Bonjour, ça va bien? Tu vas bien? Oui. Bon, je fais un petit tour d'horizon des lieux. Voilà. Donc C'est ceci c'est l'espionnage industriel. Oui, non, Oui. mais Voilà. j'adore Donc faire ça. Dominique, c'est elle qui a créé le corridor, c'est la fondatrice du lieu. Françoise, qui est Donc sans Dominique, cet vraiment atelier elle qui n'existerait pas tout le finalement. lieu, tout. C'est vraiment elle qui a C'est, conçu, c'est elle qui a eu, j'allais dire, l'intuition de la chose. C'est ça. Donc c'est important que tu sois là juste à ce moment-ci pour justement recadrer, parce que tu es pratiquement la personne centrale qui a donné l'impulsion, qui a permis à cet atelier d'exister à Liège. Et oui, assez naturellement en fait. Ça s'est fait. Enfin, je dirais. donc toi c'est le théâtre. Oui. Patrick c'était plutôt les arts plastiques. Oui, donc oui. vous avez. C'est plutôt l'art de la scène, je dirais. Théâtre, moi je n'ai pas été. C'est pas. Enfin, j'ai fait le conservatoire, mais comme je disais, je suis pas sûre que ce soit. La question n'est pas de faire du théâtre. Voilà, c'est juste être sur un plateau. C'est ça. Partager des idées avec des gens sur un plateau. Voilà. Et tu interviens aussi dans la création de Patrick. C'est une. Quand même, j'interviens comme première lectrice déjà. Première lectrice, oui. Pas avant, jamais avant. Et puis, oui, comme regard extérieur. Maintenant, c'est plutôt moi qui l'ai poussé à aller vers. Poussé. Oui, si, mais comme je suis d'un naturel soumis, j'ai accepté facilement d'aller dans ce monde-là, puisque c'était quand même le monde. Moi, j'ai quand même toujours écrit des histoires, et ce qui m'intéressait, c'est peut-être un rapport à la communauté avec les histoires. Tu vois, j'ai jamais écrit de romans ou de choses qui sont dans un rapport individuel. Mais même les histoires dans les expos, ce sont des lieux publics où tu peux avoir un groupe de personnes qui lisent silencieusement. Mais à un moment donné, c'était comment s'adresser aussi avec des histoires à un groupe de spectateurs. Et puis c'était aussi l'idée d'avoir... Parce que tu mets en scène, mais par exemple, moi, je ne suis pas branchée, je n'ai pas l'impression de faire du théâtre, souvent en tout cas. Mais en même temps, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une grande théâtralité dans ce qu'il fait, et une mise en scène. Voilà. Oui, que même une installation, si tu veux, il y a, dans une installation, il y a, à mon avis, quand même toujours un aspect narratif, même s'il est souvent lié, mais nié. C'est que même quand tu rentres dans une installation, ton regard, en se promenant, lie des choses entre elles. Il y a la première chose que tu vois, la dernière, le lien, même si ça peut se modifier, il y a comme toujours une forme de narration qui est là. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de totalement naturel. Tu vois, j'ai pas l'impression, quand je fais une expo ou quand je fais du théâtre, de faire quelque chose de différent. Absolument pas. Oui, c'est la même opportunité de réaliser finalement ton travail. C'est même, si tu veux, c'est le rapport à l'objet, tu vois, c'est comment un objet aussi peut être vecteur ou chargé d'une histoire, mais il est chargé d'une histoire différemment quand il est dans un lieu d'expo ou sur une scène. Tu vois, ça m'intéresse qu'à la fois, c'est la même chose, mais c'est un autre métier. Tu n'éclaires pas un objet de la même façon si tu le mets sur une scène, sur le plateau d'un théâtre ou dans une salle d'exposition. Et ça peut être le même objet. Mais ça, si tu veux, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment des métiers en soi. Alors, je continue la visite. Là, tu as Caroline qui fait un stage Eurolycée. Bonjour. Qui rentre ce soir chez elle à Paris. Et donc, qui nous aide vraiment beaucoup sur le projet des aveugles, le projet d'opéra qui va avoir lieu, dont je vais te parler un peu plus après. Puis tu as Françoise, qui est l'administratrice du corridor. Okay. Voilà. Et puis alors ici, si tu veux, c'est
le projet. Mais justement, tu vois, tout ça, c'était, quand je dis que c'était l'intuition de Dominique, c'était au départ, elle a vraiment vu, elle a rêvé le projet en se disant, ce serait bien si on avait une résidence, un lieu de répétition, un lieu où on peut mettre les décors. Et puis finalement, avec il y a justement... un travail aussi à Liège. C'est-à-dire si on Oui, c'est ça. qu'on puisse avoir des activités ancrées dans un quartier qui est, à mon avis, 95% d'inactifs ou d'inactivité. Donc il n'y a plus rien comme espace de travail, de recherche et d'atelier. Mais tu es d'origine liégeoise, Nick? Oui, je suis née à Liège. Tu es née à Liège, oui. Oui, comme toi, Patrick. Donc, vous êtes vraiment ancré dans votre ville. Oui, c'est vraiment... C'est important. C'est notre ville, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Avec tout le rapport amoureux que tu peux avoir avec cette ville, qui fait qu'à un moment donné, quand on a décidé de rester dans la ville, alors à ce moment-là, autant y développer quelque chose, quoi. Donc voilà, les choses se sont faites, se sont construites sans rien forcer et sans... Non, tu te rends compte aussi que justement dans des quartiers comme ça justement qui ont été terriblement stigmatisés, qui sont des quartiers en souffrance, mais qu'à la fois ils ont une richesse en eux énorme. Justement, des projets comme ceci, c'est pas non plus trop compliqué d'avoir les opportunités, de trouver les locaux. Tu vois, quand on a la volonté vraiment de le faire, tu peux vraiment créer des choses ici. Il y a d'abord, il y a je dirais, les lieux sont là, il y a énormément de lieux qui sont vides, et puis tu peux presque donner je ne sais pas dire, le mot qualité de vie, c'est peut-être pas ça, mais tu vois, le jardin, c'est l'idée que des choses étaient laissées en jachère, et c'est presque, et quand je dis que Dominique a une intuition, si tu veux, c'est de se dire, tiens, c'est possible, qu'est-ce qui est possible de faire avec un état des lieux comme ceci? Et qu'il n'y a pas que du négatif, il y a aussi vraiment des choses très très positives. Et à mon avis, c'est aussi une partie de l'identité de la ville de Liège. C'est juste de croire au projet. Et à partir du moment où tu crois vraiment en un projet, il y a vraiment des possibilités. Donc la fonction d'un artiste à Liège, ce serait de réenchanter cette ville. Qui est complètement... Oui, mais tu sens que c'est vraiment... C'est aussi le projet de Dominique où elle disait, mais le conservatoire, elle se rendait compte que les étudiants qui viennent du conservatoire, dès qu'ils le quittent, ils passent à Bruxelles. Qu'est-ce qui fait, à un moment donné, qu'on pourrait retenir, ou comme tu dis, réenchanter, c'est se dire que ça devienne une ville des possibles. Tu vois, c'est de se dire... Pas une cité dortoir non plus, mais une ville où on peut plus... pas qu'y dormir, mais y vivre. Créer, faire des productions, comme vous le faites d'ailleurs, très bien. Et on essaye d'ailleurs, là on est en contact, donc il y a un bâtiment de la ville qui va être à vendre, qui devait être acheté, etc. Là maintenant, on vient d'apprendre, on essaie de sensibiliser nos hommes politiques, locaux, je veux dire, à ce que justement ce lieu-là ne soit pas vendu à un promoteur immobilier qui va mettre des logements, encore un peu en plus. Mais de faire une zone plutôt de travail, de recherche et d'occupation d'ateliers, de chantiers, etc., plutôt lié à la culture. Château, et je suis allé au château d'Angers, dans la salle de la tenture de l'Apocalypse. Et c'était juste l'heure des visites. Alors, la tenture de l'Apocalypse, elle était commandée par le duc Louis Ier d'Anjou, qui était le frère de Charles V, le roi. Elle était réalisée entre 1373 et 1382. C'est la plus grande tenture qui a jamais été tissée en Europe. Au départ, elle faisait 140 mètres. Elle représente les visions qu'a eues l'apôtre Jean en 96 sur l'île de Patmos. Et ces visions lui disaient « Écris ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va arriver. » Et ces visions, il les a consignées dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le dernier texte du Nouveau Testament. Et puis au XVIIe siècle, eh bien, on va raccourcir la tenture. On va la mettre en pièces pour pouvoir l'accrocher sur les murs de la cathédrale d'Angers. Et là, très vite, et pendant très longtemps, mais les chanoines vont se plaindre que la tenture elle étouffe leurs chants et leurs sermons. Et même en 1782, ils vont la mettre en vente, à bas prix. Et ne va pas trouver acquéreur.
alors elle va être mise au rebut dans un dépôt. Et là, on va parfois la découper en fines lanières, et avec ces lanières, on va s'en servir pour laver les sols, nettoyer les chevaux, boucher les trous. Et ce sera vraiment qu'à la fin du 19e siècle qu'elle va être réhabilitée. On ne pourra en sauver que 103 mètres. Mais, à part cette introduction, mais le guide, il voulait absolument actualiser son discours. Il voulait vraiment qu'on voit toutes les scènes qui étaient représentées dans l'Apocalypse, mais comme des commentaires politiques sur des faits historiques. Par exemple, quand il voyait une créature, eh bien, il voyait un ange, il l'appelait Obama ou Mandela. Et s'il voyait un dragon, ben, il l'appelait Oussama. C'était complètement ridicule. La visite, heureusement, n'a pas duré trop longtemps. Et ben, moi, j'en ai profité pour rester un peu seul devant un morceau de la tenture. Et ça n'a pas duré très longtemps parce que tout de suite après, il y a une mère qui est venue avec son jeune gamin. Et le gamin, dès qu'il voyait un dragon, il disait « Ah, ça c'est quoi ?» Et sa mère lui disait « Ben, tu vois bien. » « Mais et ça c'est quoi ?»« Ben, tu vois bien. » Invariablement, il disait toujours ça. Je savais bien que le gamin était rongé par une inquiétude que sa mère était absolument incapable d'apaiser. Et en même temps, j'étais complètement insensible à son état. Moi, tout ce qui me préoccupait, c'était la tenture elle-même. J'étais touché par la pauvreté de ce qu'on pouvait en dire. Je me disais, mais elle mérite mieux que ça, elle a déjà connu mais tellement d'épreuves. Et en même temps, je me suis demandé si le fait de m'apitoyer davantage sur un objet, plutôt que sur le sort d'un enfant, ça n'allait pas me mettre hors du monde. Et je me suis vraiment posé la question. Et cette question, je me la suis posée jusqu'à son extrême limite. Qu'est-ce que ça me faisait, les objets? J'ai commencé à prendre la jambe de mon pantalon, et puis je l'ai déchiré, pour voir l'effet que ça allait me faire. Et puis j'ai pris ma chemise, et j'ai déchiré aussi. Et à ce moment-là, j'ai vu le gamin qui était un peu plus loin, qui me montrait du doigt, et qui demandait à sa mère. Et sa mère lui disait. Alors je suis rentré à l'hôtel, et une fois à l'hôtel, ben, je me suis mis au lit. Et j'ai connu une nuit, mais pleine de promesses. Je me suis réveillé en sursaut à 3h du matin, impossible de me rendormir. Alors j'ai commencé à regarder la tache d'humidité qui était au plafond. Mais en fait, elle ne m'inspirait pas tellement. Regardez, je voyais pratiquement rien dedans. Alors je me suis levé de mon lit, puis j'ai fait quelques pas sur le plancher. Ça grinçait un peu, mais ça me disait vraiment rien qu'il vaille alors. Je me suis remis dans mon lit, et puis là, j'ai commencé à voir le rideau qui était juste devant la fenêtre, qui commençait à bouger légèrement. Et il y avait un courant d'air qui devait passer sous la fenêtre. Et quand je regardais les motifs, j'avais l'impression qu'il y avait des formes qui commençaient à naître du motif. Et j'ai regardé, et plus je fixais les motifs, mais on aurait dit qu'il y avait de la vie qui était derrière. On aurait dit que les créatures étaient peut-être derrière et qu'elles cherchaient à venir vers moi.